Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment j'ai découpé le personnage, importé dans le slicer et exporté pour être prêt à l'impression. Allez, c'est parti! Voilà, donc maintenant, on va commencer à découper notre personnage pour le rendre donc compatible et utile dans un slicer afin de pouvoir l'imprimer donc en 3D. Donc la première étape ici, on va essayer de cleaner donc chaque objet. On va les remplir. Donc là, je vais prendre le corps. Donc on regarde un petit peu, comme vous voyez, les bras qui rentrent à l'intérieur comme ça, qui s'intersectionnent avec le reste du mesh. Tout ça, on va annuler. Également le fait qu'il y ait un renfoncement comme ceci au niveau de l'intérieur, à la hauteur des bras. Et par la suite, on va aussi rajouter d'autres parties de notre mesh, notamment cette partie-là du legging. On va la rajouter donc au buste afin de l'imprimer en une pièce. On voit que ça s'emboîte plutôt pas mal. Donc voilà, on commence par aplatir tous les layers. Donc ça, c'est important évidemment, sans quoi la géométrie, les modifications qu'on a apportées disparaissent. Et ensuite, on va remplir également les parties du mesh qui nous intéressent. Donc afin qu'il n'y ait pas de creux comme ceci. Voilà, afin que le mesh soit le plus complet possible. Donc là, évidemment, comme vous voyez, il y a des gros creux. Ça, maintenant, on va venir les remplir. Donc pour ça, je vais créer donc un cylindre. Voilà, je vais venir ajuster comme ça la taille. Je vais le mettre en hauteur, à la bonne hauteur, voilà, comme ceci. J'ajuste donc son rayon, son diamètre. Un peu plus étroit à la base qu'au sommet. Voilà, ensuite, je viens le mettre en place. J'effectue une rotation. J'ajuste encore un petit peu l'échelle afin que ça rentre plus ou moins bien, voilà, dans ce qui manque. Donc ça, c'est évidemment une partie importante. Ça permettra d'avoir un mesh assez clean et pas d'avoir des formes à l'intérieur de nos objets, parce que ça peut vite devenir embarrassant lorsqu'on a des objets qui s'intersectionnent à l'intérieur, qu'on ne voit pas, mais qui sont bien présents pour l'impression 3D. Voilà, donc je regarde si le cylindre que je viens de faire remplit bien tout l'espace. Voilà, ensuite je le duplique. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Il s'avérera que ce ne sera pas très utile par la suite parce que je vais venir simplement utiliser une première partie du bras dans ce mesh-là. Mais bon, pour l'exercice, ça fait pas de mal. Voilà, on regarde que ça ne dépasse pas. Dans un premier temps, on essaye d'avoir les surfaces les plus planes possibles. Ça va bien aider l'impression 3D. Il y a déjà suffisamment de géométrie complexe comme ceci. Donc voilà, une fois que ça remplit plus ou moins l'espace, on va venir modifier manuellement, évidemment, pour que ça corresponde le mieux possible. Que ça ne dépasse pas. Voilà, ici on vient voir, grâce à l'X-ray, donc, que ça remplit bien le reste du mesh. Voilà. Dans mon premier essai, j'ai eu pas mal de soucis avec le booléen. Je préfère prendre des précautions supplémentaires pour éviter des soucis à l'avenir. Comme ceci donc. Normalement, un voxel remesh avec un close hole, ça devrait suffire. Donc c'est déjà une étape que j'avais précédemment faite sans la filmer. Pour bien voir, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Il s'est avéré que finalement la recommencer, c'était pas plus mal. Ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Donc voilà, on regarde que ça corresponde au mieux à la surface. On valide l'objet pour pouvoir le modifier. Voilà. Ensuite, on ouvre. Le souci, évidemment, ici, ce sont les anneaux. Ça risque de poser des problèmes lorsqu'on va vouloir assembler le personnage par la suite. L'intérêt d'avoir des pièces, évidemment, séparées, c'est de pouvoir les imprimer plus grandes, vu que mon volume d'impression est réduit.
mais ça permet aussi d'avoir plus de contrôle au niveau des faces qui sont visibles. Ça permet d'avoir donc plus de contrôle au niveau de ce qui sera imprimé avec précision. C'est-à-dire que les faces qui ne sont pas vers le haut ne seront pas imprimées avec précision. Il y aura donc des supports qui servent évidemment à tenir la pièce en place, indispensable pour l'impression 3D. Le souci des supports, évidemment, c'est que ça crée des petites zones d'imperfection. Donc ça, on verra plus tard. Ici, je me contente simplement donc de remplir la forme, les creux. J'avais fait ça donc précédemment pour le short. Donc on l'a vu dans le bas du short. Alors ici, c'est une autre pièce que je vais venir donc fusionner avec le buste. C'est la partie donc des hanches. Voilà, j'ai sélectionné les 3 pièces. Je viens faire un voxel merge, donc tout simplement avec une très haute résolution pour ne pas perdre de détails. Voilà, évidemment là il met même trop de détails puisque les anneaux, comme vous le voyez peut-être ici, sont pixelisés à cause du manque de résolution, ceci. Voilà, donc là je vais venir donc aplatir les layers en mettant une couleur comme ceci, simple. Je sais donc que la pièce est prête, ou est en passe de l'être en tout cas. Vous voyez donc là, on avait donc le bras qui dépasse encore au niveau du short. Voilà, le short et le buste s'intersectionnent. Donc on va venir un petit peu rendre ça plus propre aussi. Donc je fais un hide pour voir s'il n'y a pas d'objet à l'intérieur qui ferait des intersections que je ne souhaite pas. Alors là je crée un cylindre, c'est pour la partie du cou maintenant. Donc j'avais oublié de le faire précédemment, je viens de rajouter pour avoir aussi une partie assez plane. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on vient faire par la suite. Je préférais pas trop y penser en créant le personnage de peur de me brider. Donc je voulais éviter surtout de me dire par fainéantise de ne pas faire certaines choses, sachant que ça allait poser des soucis par la suite. Mais du coup c'est une partie nécessaire pour que l'impression se passe bien. On désactive ici la symétrie évidemment, voilà. Comme ceci, on regarde qu'il n'y ait pas trop d'imperfections. Et pareil, on vient refaire donc un voxel merge avec une résolution assez élevée pour ne pas perdre en détail. Il faudra aussi voir également à quelle échelle nous imprimons le personnage, parce qu'on s'attarde évidemment sur des détails qui peut-être n'en sont pas, qui ne seront simplement pas visibles à l'impression. L'impression se fait sur des écrans monochromatiques et utilise donc des pixels. Ça sert à rien d'avoir des détails qui sont plus petits que les pixels présents. Ça ne sera pas visible tout simplement. Voilà, donc là ce que je vais faire ici, c'est dupliquer le short et je vais l'utiliser donc comme booléen pour le buste dans un premier temps, afin donc de supprimer la partie que nous n'avons pas besoin. Voilà, comme ceci. Voilà, donc on voit qu'il y a des petites parties du mesh qui sont parasites. Donc on va venir simplement les supprimer. Et là, ce qui m'a échappé, c'est qu'il y a une 8 au niveau de la thickness en haut et il l'a appliquée sur le buste. Donc elle n'est pas très importante. Je l'avais vu sur l'objet, le petit objet en bas, mais je l'avais pas vu. Je n'avais pas vu que ça s'appliquait sur le reste du buste. Et du coup, malheureusement, ça restera jusqu'au bout. Mais ce n'est pas très grave. Voilà, donc là, ce qu'on va venir créer, évidemment, c'est un bloc
d'imbrication. Donc c'est simplement une box avec un minimum de faces qu'on va venir mettre à un endroit de l'objet afin de pouvoir donc l'imbriquer dans le suivant après l'avoir soustrait à nouveau. Donc là maintenant que le buste a une surface assez plane et que c'est une partie plus petite que le short, je vais mettre donc la boîte d'imbrication comme ceci, je vais la mettre au niveau du buste. Voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit perpendiculaire au maximum par rapport à la surface, qui n'est pas plate malheureusement. L'idéal, c'est évidemment d'avoir toujours des surfaces plates, avec des formes simples et tout ça. Ça peut être très facile, mais ici ça devenait plutôt complexe. Là, je pense que ça ne me posera pas de soucis au niveau du rendu final. Et derrière, je refais un booléen. Voilà, comme ceci. Je regarde que l'objet qu'on vient de rajouter fait bien partie d'un tout. Ici, voilà. Parfait. Un petit peu embêtant qu'il m'ait renommé l'objet en mèche. Mais ce n'est pas trop grave. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est l'inverse de l'opération précédente. Donc je vais venir dupliquer ici le buste. Comme ceci, voilà. Et alors, avec l'outil Inflate, que je vais mettre donc en lock radius, voilà, comme ceci, je vais venir agrandir le pinceau. Je laisse donc en screen. Je diminue l'intensité. Voilà, c'est déjà de trop. Et alors, je vais mettre donc un fall-off en plat, comme ceci, afin de bien voir le pinceau, l'effet que le pinceau a. Voilà, je remarque comme ça, je teste un petit peu, c'est ça que je veux. Le problème, c'est le manque de résolution au niveau de la boîte d'imbrication, donc. Voilà, donc, il faut que toute la partie qui soit supprimée, que je vais utiliser en booléen, en suppression, soit bien avec un petit inflate. Parce qu'évidemment, la résine, ça travaille avec la chaleur et tout ça. Donc, il peut y avoir des dilatations. Et donc, on préfère toujours faire un petit inflate sur l'objet qu'on va soustraire. Comme ceci, afin qu'il s'emboîte bien. Même s'il y a un peu de marge, c'est pas trop grave. Voilà, vous voyez, comme ceci. Alors, ça crée des petits artefacts. Et ça, c'était à cause donc de l'inflate que je n'avais pas vu plus tôt lorsqu'on a séparé les objets. Donc j'aurais dû faire à nouveau un voxel remesh. Tout ça, c'est un petit peu de chipotage. C'est même beaucoup de chipotage pour un personnage aussi complexe, donc ça c'est normal. Au plus les personnages seront complexes, au plus vous voudrez qu'ils soient parfaits, plus il y aura des petits soucis comme ceci. Voilà, donc là derrière je vais faire un voxel sur le short. Afin de perdre que les petites faces qui posent souci là-bas, voilà, s'en aillent comme ceci tout simplement. Donc parfois c'est nécessaire malgré tout d'affiner donc les parties que vous aviez déjà créées précédemment, juste pour que ce soit prêt pour l'impression. Donc malgré que la sculpture soit parfaite et tout ça, au moment de la séparation des pièces, parfois il n'y a pas le choix, il y a des pièces que vous devez séparer, que ce soit même pas que pour le volume d'impression, mais comme je disais, donc pour garder un certain niveau de détail et de finesse, vous allez devoir séparer certains objets, forcément. Donc
Donc c'est des problèmes auxquels vous allez devoir pallier. Là, je regarde qu'il y a bien de l'espace suffisant afin que les pièces puissent bien s'imbriquer. Là, je vérifie simplement, voilà, que ça rentre bien. C'est important de ne pas avoir des formes en Z, donc qui pourraient avoir l'illusion de bien s'imbriquer, mais malheureusement au moment de la mettre, vous vous rendez compte que c'est pas possible en fait. Parce qu'il y a une première partie qui est dans le chemin. Ça, c'est évidemment un souci. C'est pour ça que c'est évidemment plus intéressant d'avoir des pièces le plus plates à l'endroit où elles s'imbriquent, afin d'être sûr, voilà. Ici, c'est l'exemple que je voulais montrer. Donc, on voit qu'il y a cette partie du sac qui va créer un souci au moment de l'imbrication. Donc là, je vais vous montrer encore un petit exemple comme j'avais fait pour le buste du process. Voilà, pour la sacoche ici, je fais un voxel, un booléen en voxel merge, mais donc je désactive la symétrie. Voilà. Je fais un join comme ceci. Je m'assure que la symétrie est bien désactivée. Je fais un voxel, donc un booléen voxel merge comme ceci. Je le mets à 700 dans ce cas-là. Voilà, le temps que ça processe ici. C'est fait. Donc on voit qu'il y a 2 millions de faces, ce qui est énorme. Et on voit en vert encore qu'il y a des layers dessus. Donc là, il va falloir aplatir tout ça. Donc je viens créer ma boîte d'imbrication ici. Une petite box, topologie minimale. Voilà, et je viens tout simplement la mettre à mon objet dans la perpendicularité de la face ici. Hop. Petite rotation. Voilà. Ensuite, on va jouer avec la taille et le positionnement. Voilà, donc ces boîtes permettent aussi donc de créer simplement des positions. Ces boîtes permettent donc aussi de créer donc de la matière qui va venir. Ces boîtes servent simplement donc à ce que les parties du personnage s'imbriquent bien les unes entre les autres. Par la suite, on va les creuser dans le slicer afin d'économiser évidemment de la résine. Voilà, donc là pareil, booléen voxel merge, très haute résolution pour évidemment perdre le moins de détails possible par rapport à l'objet qu'on a créé. Il faut le temps que ça processe. Voilà, on est à 1,6 million ici, ce qui est évidemment énorme. Alors, je vais faire l'inflate, donc on a vu tout à l'heure. Donc, je duplique l'objet, voilà, lock radius. Je regarde un petit peu l'intensité, ça va dépendre de jusqu'où on va. Là, l'important, c'est que ce soit ici toute la pièce qui soit bien prise. J'aurais pu faire simplement un extract aussi, avec une sélection. Ici, j'utilise l'inflate. Ça fonctionne aussi. Voilà, maintenant, on soustrait l'objet au short ici.
Voilà, tout ça, c'est le travail préparatoire. On voit qu'il y a encore des petits artefacts. Là, des parties de l'objet, comme ceci qui flottent. On va venir simplement supprimer ça. Et donc là, on voit qu'il y a une forme en Z au niveau de la ceinture. Mais c'est tout simplement donc un pli. Ce n'est pas dû donc au maillage ou à un objet qu'on va venir insérer à cet endroit-là. Donc là, pas de souci. De toute façon, il y a toujours plus une petite marge. Voilà, là je vois évidemment l'erreur que j'avais fait au niveau du buste la fois précédente. Donc ça a créé comme ça un volume d'inflation. L'avantage d'avoir les face group toujours actifs, c'est de pouvoir facilement les sélectionner. Notre objet, donc là j'ai travaillé sur tout le personnage. Le mesh, tous les objets sont prêts à être exportés pour l'impression. Donc on voit que au niveau de la résolution totale de tous les objets, ça revient quasi à plus de 16 millions. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout simplement la partie décimation. Donc avant d'importer ça dans le slicer, il faut que ça reste gérable. Donc on va voir comment on peut garder un maximum de détails, tout en réduisant évidemment drastiquement la résolution de nos objets. Donc voilà, on voit qu'on peut y aller franco par 50%, pas de souci. Alors là, quand la résolution commence à être très basse, je supprime le maillage et je regarde un petit peu si visuellement ça me choque et je diminue. Voilà, là j'ai vu qu'au niveau donc, des pics sur la botte, ça commençait à se voir. Donc voilà, je valide comme ça et je vais essayer de rester donc consistant au niveau de la densité de maillage afin d'avoir plus ou moins la même résolution au niveau du maillage donc pour mes objets. Avec un choix supérieur au niveau de la résolution, si c'est possible. Comme ici, on voit que les bottes n'ont pas la même résolution, je vais garder la plus haute. Donc voilà, pour le short, pareil. On y va franco, comme ceci. On peut encore y aller, voilà. On compare avec le reste. On voit que ça correspond plus ou moins, comme je disais, à la densité de maillage. Donc on garde ça. Voilà, et on fait ça pour tous nos objets ici. Déjà, ça va énormément alléger donc la scène. Et ensuite, vous verrez qu'on ne voit quasi pas la différence quand on voit la figurine en entier. Donc, on ne perd vraiment pas en qualité. Voilà, on continue comme ça pour le reste de nos objets. Donc, tout simplement, comme je disais, décimation. Voilà, dans l'outil NISC, on met à 50% et on coche simplement dans les paramètres donc, de décimation la géométrie respectée à 100%. Voilà, il n'y a pas de texture. Pour l'impression 3D, c'est suffisant. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé maintenant 3 box avec le volume d'impression donc de l'imprimante 3D que je possède. Donc, j'ai une Sonic Mini donc de Frozen 4K et donc j'ai simplement pris les proportions du volume d'impression que je suis venu faire comme ça dans Nomad afin de voir un petit peu comment j'allais déjà pouvoir agencer et aussi quelle pièce surtout allait être la plus grosse, ce qui allait évidemment définir l'échelle d'impression. Donc là évidemment c'est la tête du marteau, donc je vois que ce sera d'office en 3 impressions, en 3 volumes. Là, on a des pièces plutôt hautes. Et ensuite, pour le reste du corps, on a des pièces plutôt basses, donc de petite taille. L'impression en résine, donc c'est obligatoirement avec un écran qui génère donc de la lumière, contrairement à l'impression en filament, où là, c'est une buse qui simplement se déplace. Et du coup, chaque calque, peu importe le nombre d'objets que vous allez imprimer, chaque calque, évidemment, met la même durée. Donc, en fonction de l'épaisseur des calques, etc.
Ce n'est pas grave que vous ayez beaucoup d'objets sur une impression, ça durera la même chose que si vous en aviez peu, qui ont la même hauteur. Donc ici, j'ai pris un site internet qui permet de calculer le degré d'inclinaison optimal en fonction de la hauteur de vos calques. Donc, dans ce site, il date de 2001 ou de 2022 ou 2021. Donc, il est un peu daté au niveau des nouvelles imprimantes, mais mon modèle y figure encore. Donc, comme vous voyez, vous avez la taille des pixels en micromètres qui est indiquée et la hauteur de calque, donc la layer height que vous choisissez vous-même. Dans le slicer, qui vous donne un angle optimal d'inclinaison. Donc lorsque vous avez une taille en pixels équivalente à la hauteur de vos calques, et c'est simplement 45 degrés. Voilà, donc après on peut aller ici dans les paramètres de l'imprimante, voir les specs sur le site du constructeur et on voit donc que la résolution des pixels est de 35 micromètres et donc la hauteur des calques peut aller jusqu'à 0,01 micromètres. Maintenant, on se retrouve dans Sheet2Box. Donc, c'est le programme que j'ai installé. C'est la version basique 2.1, une version gratuite. Au moment de l'installer, il me propose simplement quel modèle d'imprimante j'utilise. Voilà. Et là, il y a directement le modèle de résine qui est déjà présélectionné. C'est le modèle que j'utilise. J'ai simplement changé donc là, voilà, la hauteur des layers au niveau de l'impression ici. Je ne l'ai pas mise en 50 micromètres, mais en 35. Voilà, c'était la seule chose que j'ai modifiée et j'ai tout laissé comme ceci. Précédemment, dans l'autre version, j'avais des paramètres prédéfinis que j'utilisais qui fonctionnaient très bien pour mes impressions. Depuis, j'ai changé d'ordinateur et j'ai perdu toutes mes préférences comme ça. Donc, ça va être vraisemblablement une impression test. J'espère qu'elle fonctionnera du premier coup. La fois passée, c'était le cas. J'avais pu utiliser l'imprimante pendant quelques mois et elle a fonctionné directement du premier coup, mais j'avais donc mes presets qui étaient enregistrés, tout ça. Maintenant, je suis curieux. J'ai dû mettre à jour donc le firmware de l'imprimante parce qu'il ne reconnaissait plus les fichiers. Ça s'est fait très rapidement. Je suis vraiment, pour l'instant, très satisfait de la qualité de l'imprimante. Donc là, j'importe simplement le modèle. Voilà, comme ceci. Il me dit qu'il est trop petit, donc je le mets à l'échelle. Vous voyez, il le met comme ça, de manière standard. C'est normal. Après, c'est à vous de pouvoir venir effectuer une rotation. Voilà, avec l'œil, on l'affiche, on le désaffiche ici dans le slicer. Ça va être pratique plus tard. Venir sauver, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une rotation. Comme ceci, voilà. Et une double comme ceci. Et vous voyez, vous pouvez comme ça venir positionner vos objets avec des rotations optimales. On voit que le marteau, la tête du marteau a plus ou moins 45 degrés d'inclinaison, donc c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Et sinon, en dessous, il y a un bouton Scale to Fit. Parce que là, on va voir donc en rouge les parties qui dépassent du volume d'impression. Évidemment, je vais conseiller toujours de laisser un petit peu de marge. Les bords de l'impression peuvent parfois être compliqués. Donc, comment ça se passe? On a importé notre modèle dans le slicer. On voit ici donc la tête du personnage qui est vers le haut, qui est face au FEP. C'est-à-dire que le personnage, la face où vous voulez garder le plus de détails sera toujours par rapport à l'endroit où il y a la résine. Donc tout simplement, il fera face physiquement vers le bas parce que c'est là où il n'y aura pas de support qui se mettront. Donc là, voilà, ensuite on vient creuser nos objets. Très important évidemment, sans quoi l'effet de succion par rapport au FEP deviendra quasiment insoutenable pour l'imprimante et ça risque de créer beaucoup de problèmes d'impression. Souvent, les problèmes sont liés à ça. Les objets qui restent comme ça collés à l'imprimante. C'est le petit film plastique qui est entre l'écran et toute la résine. Voilà, donc là, ce que j'ai fait, malheureusement, donc,
je n'ai pas pu, en important un seul OBJ, donc j'avais sélectionné tout mon personnage, je n'ai pas pu donc séparer les objets directement dans H2Box. J'ai dû exporter pièce par pièce toutes les parties du personnage. Voilà, donc on a ici les 13 parties qui sont là. Donc c'est en rouge parce qu'évidemment, ça va être impossible à imprimer. Toutes les pièces s'intersectionnent. Voilà, une fois que c'est correct, elles se mettent en bleu. Comme ceci, donc on voit un petit peu comment on va procéder. On va donc déplacer comme ça les pièces. Et là, je constate directement qu'aucune pièce n'est à l'échelle. On voit la jambe par rapport au buste et tout ça, donc il n'y a rien qui va. Je vais devoir venir mettre moi-même donc l'échelle dans les paramètres du slicer ici à gauche. Tout simplement importer les pièces et je viens modifier l'échelle. Donc je regarde si ça correspond bien. Voilà. Ici je vois que le bras c'était la bonne échelle. Donc je vais continuer sur cette lancée là. Je vais faire un scale ici de 10 000. Voilà. Mais idéalement, j'aurais dû commencer avec la partie la plus grosse. Donc voilà, je viens faire ça pour toutes les pièces, mettre l'échelle correctement. Voilà, ensuite je vais venir sauver le projet. Une fois que les pièces seront bien positionnées. Voilà, je positionne d'abord bien les pièces, une par une. J'essaye de leur donner déjà un angle qui corresponde bien à ce que je veux. Donc en pensant bien qu'il y aura les supports en bas et que les pièces où je veux garder le plus de détails ici soient vers le haut. Donc malheureusement parfois il y a des choix à faire, on voudrait bien avoir du détail partout, que ce soit le plus propre avec le moins de déformation possible, mais c'est pas toujours possible. Donc voilà, je viens sauver ici mon premier projet, donc ce sera ma première surface d'impression ici. Je viens le sauver en fait tout simplement pour venir ouvrir la partie du personnage qui est la plus grosse, c'est-à-dire la tête du marteau, parce que c'est plutôt cette partie-là qui va définir l'échelle globale du reste des pièces. Et donc voilà, je viens tout simplement importer ici la tête du marteau. Ah, je regarde l'échelle qu'elle a mis. Donc le programme a mis déjà... Je vais le mettre à la même échelle en regardant. Voilà, 10 000. Comme ceci. Et je viens un petit peu voir comment je vais pouvoir bien positionner la tête au mieux. Voilà, avec un angle donc, de 45 degrés au niveau de la surface plane. Pour que ce soit voilà, le plus plat possible. Alors, quelques soucis de manipulation encore. On va voir comme ça. Hop. Voilà, donc là, je viens modifier l'échelle du marteau. Donc, je vois que 10 500, ça passe. Donc, je vais continuer maintenant avec le projet précédent. Donc, je garde toujours une marge. Donc, 10 500, c'est la marge. Voilà, je reprends le projet précédent et je viens donc faire un petit scale sur tous mes objets à 10 500 maintenant, afin d'avoir la figurine le plus grand possible. Voilà, donc je viens comme ça faire un petit scale sur tous mes objets. Hop, je les repositionne tout simplement. Je vois qu'il y aura des petits soucis au niveau de la tête. Le mesh n'est pas clean. Et même si je savais que c'était la partie la plus complexe avec les cheveux et tout ça qui s'entremêlait. Donc là, il y aura du boulot. J'espère vraiment que ça ne va pas poser souci au niveau de l'impression. Voilà, je viens ici maintenant importer les 4 dernières pièces. Donc le short, les 2 jambes et le bâton, le manche donc du marteau. Je les positionne, voilà, tout simplement. Je les mets à l'échelle. Voilà, mais bon, pour lancer la première impression, je vais donc d'abord finaliser cette première partie, donc celle qui mettra le moins de temps à être imprimée.
Comme ça évitera de perdre trop de temps non plus. Voilà. Donc je commence par le buste. Voilà, donc on sélectionne le buste tout simplement. Donc ça, c'est encore une étape importante à faire. Voilà, on va hollow la forme, c'est-à-dire qu'on va la creuser. Comme ceci, vous voyez, elle est creusée de l'intérieur maintenant et elle est très bien creusée. Ce qui aurait été évidemment un problème si nous avions des mèches, donc des parties d'objets qui s'intersectionnaient et tout ça. Alors maintenant, une fois qu'il y a un hollow, donc l'objet est creux, je vais pouvoir venir faire des trous. Ces trous sont évidemment primordiaux. Sans ça, vos impressions risquent de foirer à 100%. Et si ce n'est pas foirer l'impression, la pièce risque d'éclater simplement à cause de la pression, de la chaleur, du froid et tout ça. Et vous vous retrouverez avec plein de résine sur votre bureau. Et autant dire que votre bureau sera foutu en fait. Donc la résine, c'est évidemment un produit très nocif, très dangereux. Donc jouez pas trop avec ça, faites bien attention. Et donc là, on vient créer des trous, ce qui va évidemment permettre à l'air de passer et du coup à la résine de s'écouler. Et donc ça, c'est primordial, surtout pour des objets pareils. Voilà, donc ça, c'est très important. Minimum 2 trous pour qu'il y ait un appel d'air. Et si possible, un vers le haut, un vers le bas. Et là, si vous pouvez en rajouter, rajoutez-en. Tout simplement, ce sera encore plus facile. Voilà, on verra que la résine s'écoulera donc facilement de cet objet-là. Il n'y a pas de souci, il y a 2 trous vers le haut et plusieurs vers le bas. Donc ça, c'est vraiment nickel. D'où l'importance aussi d'avoir un objet suffisamment grand, parce que s'il était plus petit, il y aurait beaucoup moins d'espace pour pouvoir créer ces trous en fait. Voilà, je vais faire pareil pour le bras. Là, je me rends compte évidemment que c'est déjà beaucoup plus compliqué pour un objet aussi fin. Donc il y aura peu de chances qu'avec un diamètre de 3 mm, on puisse creuser un trou. C'est juste pas possible, il va falloir simplement diminuer le diamètre. Voilà, on passe à 1.5. Et ça fonctionne. Donc là, il n'y aura pas beaucoup d'autres choix, mais c'est important de faire un autre trou ailleurs. À un endroit opposé, évidemment. Donc il faut imaginer que lorsque vous imprimez, il y a donc le plateau qu'on voit ici en bas, qui se retrouve en fait physiquement vers le haut, qui s'écrase donc tout doucement dans le bassin rempli de résine. L'écran s'allume et donc laisse apparaître simplement les parties que vous voulez imprimer. Donc il y aura comme ça une silhouette et comme ça autant de couches que nécessaire en fonction donc de la hauteur de couche que vous aviez choisie. Alors l'importance de creuser les pièces, c'est que lorsque la résine s'aplatit sur le FEP, donc sur le petit film plastique à la base de votre imprimante, du bassin de l'imprimante, c'est simplement pour que l'air puisse passer et donc laisser s'échapper la résine qui stagnerait. Parce que quand vos objets vont commencer à être fermés, donc quand vous allez être en milieu d'impression, si l'objet n'est pas creusé, il y aura une trop grosse surface donc de succion par rapport à la force tout simplement d'accroche de la résine sur le plateau. Et là, ça risque donc de faire en sorte que votre impression tombe tout simplement dans le bac de résine et que si l'impression continue et que l'imprimante continue, elle va écraser et elle risque d'abîmer votre imprimante tout simplement. Donc, faites plus de trous que nécessaire que vous reboucherez par la suite avec un produit comme du putty ou quelque chose comme ça, donc une sorte de mastic spécial pour les maquettes ou les modèles réduits. Mais faites plus de trous que nécessaire, sans quoi vous risquez non seulement de perdre énormément de résine, mais d'abîmer votre imprimante et tout ça, c'est assez fragile. Donc ça, on essaye de mettre toutes les chances de notre côté. Voilà, s'il y a moyen de faire encore un trou, on en fait un. C'est vraiment complexe. Vous simplement s'imaginer un plateau qui monte et qui descend. Si votre main, par exemple, faites monter votre main et ensuite descendez là, imaginez que c'est ça votre plateau de résine. Et si vous devez la décoller, imaginez que la résine, elle colle à un film plastique. Et il faut que la résine soit plus accrochée, donc là, au plateau qu'au FEP.
afin qu'il y ait donc cet effet d'impression. C'est pour ça que le temps d'exposition aussi de la résine à la lampe UV est aussi important. Trop d'exposition, ça va créer comme ça des bavures. Et trop peu d'exposition, ça risque évidemment de faire en sorte que ça n'imprime pas, que l'impression ne reste pas accrochée au plateau. Ça, c'est évidemment catastrophique. Voilà, donc tout simplement, on continue donc à creuser chaque pièce une par une et on regarde où on peut mettre au mieux donc les trous. Les trous, donc, comme je disais, afin que la résine puisse s'écouler et qu'elle ne reste pas donc emprisonnée dans vos objets. Voilà, il y a des parties plus complexes que d'autres. Alors une fois que toutes les parties de votre personnage ou de votre impression 3D soient bien creusées et ont bien des trous donc d'aspiration, on va passer donc à la partie des supports. Voilà, donc vous sélectionnez vos objets. Ici, on est là. On va prendre dans l'onglet en haut à droite, voilà, on va prendre les supports. Voilà, ils vont rehausser comme ça légèrement les objets. Et vous voyez des parties maintenant qui s'affichent comme ça en orange. Donc là, en fait, on choisit l'angle. Voilà, là j'ai mis 55, donc c'est pour avoir encore une marge. Et d'habitude, je prenais donc des supports très solides, des très gros supports. Voilà, donc là, ce qui se passe, c'est qu'on va les générer. Donc, on va créer, voilà, on prend les gros. J'avais mis donc un angle de 45, ici je vais repasser en 55. Donc les zones en orange, c'est les zones où il devra y avoir au minimum un support. Donc toutes ces informations, on verra dans d'autres vidéos plus tard. Et là, je génère comme ça tous les supports. Automatiquement, donc Shitubox les crée pour moi. Et donc, ils vont se mettre aux endroits qui sont comme ça en rouge, orange, là où j'ai dit qu'il fallait absolument en avoir. Et je me rends compte qu'évidemment, les supports sont très gros. Et le souci avec des gros supports, c'est que les parties très fines et avec beaucoup de détails seront disparaîtront quasiment, vu la taille du support. Donc je regarde un petit peu comme ceci, ce que ça donne. Là, je vois que si je veux rajouter comme ça des supports, ça risque d'être vite très compliqué. Donc je reviens tout simplement en arrière. Là, je regarde comme ça, je vais mettre des supports moyens. Comme ceci. Donc, je repasse l'angle à 55 degrés. Simplement pour avoir une marge supplémentaire. Ou à 50. Voilà, 50 degrés simplement. Ce sera suffisant. Voilà, je mets auto-support. Là, vous voyez que les supports sont déjà nettement plus fins. Comme ceci. Voilà, ils viennent se rajouter un par un sur les objets. Alors, je vérifie si tout est plus ou moins OK. Mais malheureusement, on est obligé de toujours rajouter par certitude, par acquis de conscience, il n'y a rien à faire. On va préférer mettre des petits supports. Donc là, je prends les supports light. Je diminue comme ça l'impression. En fait, ce que vous faites là, vous affichez l'impression, comment elle va se dérouler. Et je regarde les parties en rouge, les bases des objets, où je ne vois qu'un support. Et je dis voilà, là, je préfère qu'il y ait un support en plus à chaque base, comme ceci. Afin, voilà, quand on voit une grosse zone rouge sans support, on y va quoi. On rajoute. Je préfère avoir 2-3 supports en trop, surtout à la base, au niveau du départ de l'impression, c'est le plus important, afin que ça ne lâche pas. Plutôt que faire assez et que ça ait fait former toute l'impression. Voilà, donc petit à petit, je viens comme ça revoir les parties en rouge où il n'y a pas du tout de support. Voilà, je prends le petit alors
et je vais en rajouter comme ça manuellement quelques-uns. Hop, voilà. Purement par acquis de conscience comme ça. Des petits supports en plus. Et je fais ça, voilà, grosso modo pour toute l'impression. Je revérifie que tous les supports soient rajoutés, qu'il n'y ait pas de zone rouge vive sans support. Voilà, une fois que c'est fait, évidemment, on finit par sauver et on exporte le fichier donc CTB. Voilà, on slice et on fait un save comme ceci. Alors il va nous dire qu'il y a comme ça des îlots, des endroits qui risquent donc de poser problème, et il nous montre ici le layer en question. Alors là évidemment il n'y a pas d'autre, j'en vois pas d'autre que celui-là parce que le bras en soi n'a pas besoin de support, il a déjà une inclinaison correcte, mais il me met qu'il y a quasiment 50 soucis et c'est beaucoup dans la première moitié de l'impression. Donc ça va être une surprise pour la prochaine vidéo une fois que les impressions seront terminées. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle te sera utile. Ensemble, il restera